merci à Médée et à Agnès de m'inviter à parler. Donc, on en a parlé avec Agnès il y a à peu près 7-8 mois, un an, je ne sais plus exactement. Et compte tenu des sujets qui étaient un peu abordés par les uns et les autres, je n'ai pas voulu empiéter sur ce que disaient les uns et les autres, et je me suis donc intéressé à un sujet dont je ne suis absolument pas spécialiste. Ce qui m'a intéressé, c'est compte tenu de mon parcours professionnel dans le domaine des jardins botaniques notamment, et de l'horticulture, j'ai eu envie de vous parler non pas de l'évolution des angiospermes d'ordre naturel, l'évolution naturelle selon la classification APG4, dont je ne sais pas si quelqu'un en parlera, enfin en tout cas c'est la phylogénie la plus connue naturelle. Moi j'ai voulu m'intéresser en fait à ce que l'homme a fait dans le domaine des fleurs et de l'inflorescence. Voilà. Donc on connaît beaucoup de choses sur la domestication d'ordre agricole, hein, la domestication des grandes céréales en Mésopotamie, du maïs en Amérique centrale, du riz en Asie, donc une histoire assez longue, hein, qui a commencé globalement entre 8 et 10 000 ans avant Jésus-Christ, au moment où le climat, les grandes glaciations se sont terminées et que le climat a commencé à se stabiliser, eh bien, on se rend compte que concomitamment, en Amérique, en Mésopotamie et en Asie, eh bien, ça a été le début de la sédentarisation et de la domestication, donc notamment dans le domaine agricole. Donc ça, il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de choses. Et moi, mon sujet, ce n'était pas ça, c'était le domaine des fleurs, donc le côté plus horticole. Et là, j'ai eu 6 mois, donc ça va, j'ai eu du temps. Et effectivement, en 6 mois, en discutant avec tout un tas de gens, des collègues, et puis moi-même, tout un tas d'observations que j'ai pu faire dans les jardins botaniques, eh bien, j'ai essayé de rassembler un certain nombre d'éléments que je vais essayer de vous exposer, peut-être autrement que simplement oralement, mais s'il faut, je le ferai, c'est pas grave. Hein. C'est mieux avec les images, parce que je me suis décarcassé à vous chercher quelques images. Mais donc, en fait, c'était un peu ça l'idée, si vous voulez, c'était de voir, effectivement, dans le domaine des fleurs, et on se rend compte que, à quel moment, non pas pour des raisons alimentaires ou médicinales ou autres, on a commencé à modifier des fleurs pour tout un tas de raisons, et en fait, en fonction des endroits, il y a quelques données fragmentaires, mais c'est finalement assez peu documenté, hormis pour certains genres qui ont été très très étudiés. Sans ça, on a du mal un peu à savoir le moment où l'homme a pris dans la nature des plantes, les a introduits dans les jardins. Ça, on sait, hein, il y a des jardins égyptiens qui sont documentés il y a 5000 ans, avec certaines plantes, des figuiers, d'autres espèces. Mais à la base, il les prend, il les met dans le jardin. Mais en fait, on est toujours sur la même espèce qui existe dans la nature. Moi, mon sujet, c'est à quel moment il a commencé à la sélectionner et donc à modifier, à créer en fait des évolutions par rapport à ces choses-là. C'est le moment où il a commencé à passer de variétés. Hein, vous savez que dans la nature, il y a ce qu'on appelle des variétés. Il peut y avoir des variétés blanches, des variétés bleues sur des feuillages. Enfin, c'est ce qu'on appelle des variétés. À ce qu'on appelle ensuite les cultivars, c'est-à-dire les variétés cultivées, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans le domaine du jardin. La différence entre variété et cultivar. Bon, je continue de vous raconter quelques histoires par rapport à ce sujet qui me passionne, parce que peut-être je ne pourrais pas en parler après. Un des éléments qui m'avait beaucoup plu dans le domaine de l'évolution florale, c'est quand j'étais au parc de la Tête d'Or et qu'il y avait le laboratoire de reproduction des plantes, hein, pour lequel certains connaissent. C'est un des plus grands laboratoires au monde dans le domaine de l'évolution des fleurs et des gènes, hein, ce qu'on appelle des gènes homéotiques de formation des fleurs. Ils venaient souvent au parc de la Tête d'Or et j'aimais beaucoup discuter avec eux parce qu'en fait, nous, dans les jardins botaniques ou dans les jardins, comme vous le savez, il se passe toujours des trucs incroyables, quoi. C'est-à-dire qu'on introduit une plante et parfois, tout d'un coup, il y a une floraison d'une nouvelle couleur, on a une fleur double qui apparaît. Il y a tout un tas d'anomalies, il se passe tout un tas de choses dans les jardins, des hybridations, tout un tas de choses. Et je me souviens que les collègues du laboratoire adoraient venir au jardin, ils allaient voir tous les jardiniers, parce qu'en fait, ils étaient à l'affût en fait, de tous ces dérèglements. Hein. Vous savez que normalement, lorsqu'une fleur se forme, eh bien, elle a un périanthe, hein, des sépales, des pétales, des étamines, des carpelles. Tout ça est extrêmement bien structuré. Il y a des gènes qui régulent toutes ces activités. On a un des grands spécialistes
dans la salle. Ça, c'est le fonctionnement normal, lorsque tout va bien. Et en fait, à travers l'introduction dans les jardins, certaines pratiques et autres, eh bien, en fait, tout ça peut être perturbé. Et plus les perturbations peuvent arriver, et plus des formes anormales apparaissent, qui sont souvent très intéressantes pour les jardins, pour l'horticulture, puisqu'on les a sélectionnées. On en a créé, vous allez en voir, je vous en ai montré tout un nombre. Mais tout ça, en fait, on est face à des perturbations en fait, du fonctionnement normal du développement de la structure florale. Alors, ces perturbations, parfois, elles ne sont pas stables, c'est-à-dire qu'il y a un seul individu qui apparaît et malheureusement, on n'arrive pas à le conserver, mais parfois, eh bien, on arrive à les fixer, à les reproduire, souvent par clonage, par greffage, bouturage ou autre, et on a pu, comme ça, à travers le temps, eh bien, effectivement, créer un patrimoine horticole avec des milliers et des milliers de plantes, des milliers de roses, des milliers de rhododendrons, des milliers de pommes, des milliers de violettes et autres. Et ça, c'est tout le travail de l'homme et de l'horticulture et de l'arboriculture. Voilà. Ah là, voilà. Bon, allez. Bon, vous voyez, par exemple, un des exemples, c'est ce lilas que vous avez là. C'est un lilas lemoine, vous connaissez le moine. Bon, à la base, c'est une espèce, c'est Syringa vulgaris, qui est une espèce d'Europe de l'Est. Et bien, derrière une seule espèce botanique, on en a créé des milliers et des milliers et des milliers de cultivars, et notamment à Nancy. Nous avons la collection Lemoine, et à lui tout seul, la famille Lemoine a obtenu 217 cultivars de lilas différents. Alors, on observe dans la nature, comme je vous le disais, des choses spontanées que la nature produit. Alors, ça, vous connaissez, c'est des formes blanches. C'est le laurier de Saint-Antoine, Epilobium angustifolium. Eh bien, naturellement, il existe une forme. Alors, parfois, les botanistes vont appeler ça des formes, parfois des variétés. Bon, ça, c'est des critères de botanique, mais c'est des choses que la nature produit naturellement, ou ce qu'on appelle ici des formes hypochromes. C'est un ophrys, et on voit qu'il a les couleurs sont beaucoup plus ternes. Ça s'appelle les formes hypochromes. Ou alors, parfois, des dérèglements. Là, on est sur un capitule d'Astéracées, où en fait, ce que je vous disais dans la régulation des fleurs, il y a également sur les capitules des hormones et des gènes qui régulent un petit peu tout ça. Quand il y a des dérèglements, il y a des anomalies qui peuvent apparaître. Mais là, on est dans le domaine de ce qui se passe dans la nature. Alors, quelques données que j'ai réussi à vous retrouver en fonction des endroits. Alors là, vous voyez, typiquement, ça, c'est la domestication des céréales. Et alors là, on a des dates assez précises sur l'arrivée, 5800 ans. On a des données assez précises sur l'évolution de l'agriculture et des dates auxquelles ça s'est produit. Et vous voyez qu'on est sur une échelle de temps de plusieurs milliers d'années. Alors, quelques données que j'ai pu trouver en parlant avec des collègues en matière de création horticole, il y a peut-être des créations qui ont été faites lorsque le bouddhisme s'est développé, puisqu'on fait des offrandes, et peut-être qu'effectivement, on est allé chercher dans la nature des lotus, on les a introduits et cultivés, et peut-être que ça a été le début d'une première modification et création de différentes couleurs. Il y a peut-être 2000, 2500 ans. On a également des données sur ce qu'on appelle les sakuras. Vous savez, les sakuras, c'est les fameux pruniers du Japon, dont la plus vieille mention connue date de 402. Donc, vous voyez, on est dans des périodes beaucoup plus tardives. Là, au fond, vous avez donc la rencontre entre Cortés et Montezuma. Et dans les descriptions que Cortés fait, il y a les dahlias. Il y a déjà dans les jardins des dahlias qui sont cultivés. Alors, est-ce qu'il s'agit des dahlias sauvages, puisque vous savez que la plupart des espèces de dahlias viennent du Mexique, ou c'était déjà des plantes domestiquées qui avaient déjà été sélectionnées? Malheureusement, les données ne sont pas assez décrites pour le savoir. Alors, une question que je me suis posée aussi, c'est que je me suis dit que depuis que l'agriculture a été faite, il y a tout un tas de plantes que vous connaissez, qu'on appelle parfois mauvaises herbes, ou messicoles, ou adventices. Et donc, toutes ces cultures qui se sont faites depuis des milliers d'années, elles induisent des cycles biologiques très particuliers, avec des périodes de semis et de récoltes courts. Très certainement, un certain nombre de plantes que vous avez sous les yeux, le sénécio vulgaire, que vous connaissez, qui a la faculté en plus de fleurir quasiment 12 mois sur 12. C'est quand même extrêmement rare dans la nature une plante qui est capable de fleurir même en plein hiver ou en plein été. Et d'autres espèces, peut-être que leur floraison, non pas leur morphologie, mais leur biologie et leur aptitude à se reproduire et à produire de la fleur a peut-être également évolué au fur et à mesure de la domestication et des différentes cultures. Alors, une des domestications les plus anciennes, ça c'est des travaux qui sont faits à Lyon aussi, là vous avez des rosiers sauvages, et là vous avez des hybrides qui ont été créés.
des hybrides très très anciens. Et une des plus anciennes domestications, c'est non pas sur le côté de la couleur, mais c'est le côté du parfum. Et c'est a priori une des hybridations extrêmement anciennes qu'on retrouve aujourd'hui dans énormément de pays du monde. La rose de Damas. Là, cette fois-ci, on va parler d'inflorescence et non plus de fleurs. Eh bien, là, vous avez donc un dessin d'un jardin égyptien, donc il y a à peu près 5000 ans. Et c'est là où on se pose la question, il y a à peu près 7000 ans, où en fait, alors je ne sais pas vraiment pour quelle raison, mais ils ont considéré que le Ficus carica, le figuier sauvage de la Méditerranée que vous connaissez, eh bien, on a vu des modifications dans les éléments archéologiques où on constate des modifications qui montrent qu'il y a une première différenciation entre le figuier à l'état sauvage et les figuiers en fait, qui ont été créés et sélectionnés et améliorés par l'homme. Ça, c'était il y a presque 7000 ans. Et puis, en Asie, il y a deux grandes plantes que vous connaissez très très bien, que sont l'arbre à pain et le jacquier, où là, pareil, on est sur des inflorescences. Et là, on est également sur des choses qui ont été sélectionnées depuis la nature et qui ont évolué au cours du temps, puisqu'on en a aujourd'hui, que ce soit pour l'arbre à pain ou pour le jacquier, des dizaines et des dizaines de cultivars différents. Alors, ces sélections, elles se sont faites de manière empirique. Lorsque les premières cultures se sont faites, on a fait ce qu'on appelle des sélections massales, c'est-à-dire qu'au sein d'une grande parcelle, eh bien, on allait sélectionner les individus les plus intéressants, on les reproduisait, et au fur et à mesure des générations qui s'enchaînaient, eh bien, on a fait évoluer, on a commencé à distinguer eh bien, ce qui était dans la nature de choses qui se sont transformées au cours du temps. Alors, ces sélections massales, c'est ce que vous avez là ici sur cette illustration. Vous voyez une certaine proportion d'individus blancs, jaunes et oranges, et à travers la sélection des graines qu'on prend, eh bien, on se rend compte que la proportion évolue à travers le temps. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais pu observer. J'avais fait mes premiers voyages dans l'Himalaya et il y avait les laboratoires Claus qui m'avaient subventionné. Et en fait, c'était assez incroyable la plasticité des plantes, où en fait, lorsque je leur avais ramené quelques impatiences et quelques plantes, eh bien, à travers des sélections, en quelques générations, on arrivait assez facilement à faire varier en fait des périodes de floraison sur parfois 15 jours de plus, 15 jours de moins. Et c'était assez impressionnant de voir comment finalement, en peu de temps, on arrivait à modifier certains éléments de la biologie des espèces. Alors, la sélection massale, ça se pratique encore aujourd'hui dans un certain nombre d'horticulteurs. Alors, on appelle ça des semeurs, puisque historiquement, la grande époque de toutes ces créations, c'est le 19e siècle, où il y a eu des grandes pépinières où on semait des milliers de plantes, et on les sélectionnait individuellement, on faisait des grandes floralies, et c'était des pratiques ancestrales. Il y a encore aujourd'hui des gens qui créent des plantes, qui utilisent ces pratiques-là. Alors, aujourd'hui, ceux qui ont les moyens financiers, certains créateurs, en fait, n'exploitent plus ce qu'exprime le végétal. Il faut avoir un très beau végétal, mais qui, en fait, dans sa descendance, en fait, aura une descendance qui sera moins intéressante, si vous voulez. Et donc aujourd'hui, des grands sélectionneurs qui ont des moyens, ont des logiciels particuliers, ils ne sont pas en train d'exploiter l'individu qui est très très beau, mais ils voient en fait son aptitude à donner une descendance intéressante. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, c'est-à-dire que c'est pas seulement la beauté de son individu, mais son aptitude à avoir une descendance intéressante. Donc certains sélectionneurs, notamment dans les roses, dans les dahlias ou dans d'autres, qui ont des plantes à très gros enjeux, eh bien aujourd'hui on a un peu évolué dans ces pratiques de sélection. Alors il y a des concours, bien évidemment. Ça c'est Cailleux, c'est une des plus grandes familles d'obtenteurs d'iris. Ça fait presque 150 ans, ils sont connus dans le monde entier et ils obtiennent chaque année de nouveaux cultivars d'iris. Alors, une autre chose dont je voulais vous parler aussi, ça c'est une plante que vous connaissez, qui s'appelle Salvia splendens. C'est une sauge d'Amérique centrale, c'est une grande plante, ça peut devenir un petit buisson avec des fleurs à son extrémité. Et en fait, l'horticulture, ce qu'elle a réussi à faire, à force de travail, de sélection, c'est d'obtenir cette plante que vous avez là sous les yeux. Alors cette plante, elle peut paraître banale, mais en fait elle est extraordinaire. Elle est capable de pousser de 10 ou 15 cm, et en fait de très vite partir produire une fleur. Alors que normalement, la sauge splendens dans son état naturel, elle va devoir nécessiter de pousser beaucoup plus avant de produire ses premières fleurs. Eh bien, à travers ce travail de sélection, eh bien, on réussit en fait à faire fleurir à un état beaucoup plus juvénile des plantes, qui sont encore, si vous voulez, quelque part encore jeunes.
C'est une forme de néothénie, ça a été évoqué par un collègue tout à l'heure, c'est-à-dire c'est l'aptitude à se reproduire à un état encore relativement jeune. Et ces petites sauges-là, qui sont encore toutes petites, eh bien, elles acquièrent très très vite l'aptitude à fleurir. Bon, bah ça, c'est un travail qui a été notamment fait par les horticulteurs. Alors, ça existe également chez la tagette, qui est une plante qui peut faire également jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50, ou pareil, dans les plantes à massif, on arrive à les fleurir à une taille de 10 ou 15 cm. Alors, un autre élément aussi qui a été un moteur très fort de la création variétale, eh bien, c'est les voyages, puisque effectivement, lorsqu'on est allé découvrir la flore mondiale, eh bien, on a donc augmenté considérablement le pool génétique de ce qu'on pouvait avoir comme gènes et comme éléments intéressants. Et là, je vous ai pris 2 exemples. Si vous prenez les rosiers sauvages qu'il existe en Europe occidentale, j'entends, tout ce qu'on appelle les églantiers, eh bien, vous savez que les fleurs sont blanches, rose pâle, mais jamais jaunes. En fait, la couleur jaune, si vous voulez, eh bien, c'est une couleur qui est arrivée en fait de rosiers qui viennent d'Asie. Et c'est le moment où on est allé explorer toutes ces régions, qu'on a introduit tous ces rosiers, eh bien, qu'on a pu faire venir, à travers un travail de sélection, eh bien, la couleur jaune dans les roses qu'on connaît aujourd'hui habituellement. Ça, c'est le voyage des plantes qui a permis toutes ces choses-là. Un autre élément qui est très important pour les roses, que vous connaissez, c'est la remontance. C'est le fait des roses qui fleurissent au printemps d'avoir une aptitude à refleurir à nouveau. Et bien ça n'appartient pas au patrimoine génétique de nos rosiers européens. C'est une qualité, c'est un intérêt horticole qui a été apporté par des rosiers venant de l'Asie. Alors donc, ce que je voulais vous dire, c'est que ces sélections, ces hybridations, c'est l'homme qui a pu les faire spontanément, mais il y a également des choses naturelles qui se passent, c'est que quand, par exemple, en Europe, vous avez un platane, qui s'appelle le platane d'Orient, Platanus orientalis, qui est une plante qu'on trouve en Turquie, en Crète, en Grèce, etc. Et vous avez un platane qui vit en Amérique, qui s'appelle le platane d'Occident. Eh bien, lorsqu'on a mis ces 2 plantes dans les jardins, ce sont des cousins anciens, eh bien, en fait, ils se sont retrouvés et ils ont eu spontanément une aptitude à s'hybrider et donc à créer un platane beaucoup plus intéressant. Ça a été évoqué sur le maïs matin, qui est le platane que vous retrouvez partout, qu'on appelle Hispanica ou Acerifolia. Eh bien ça, c'est une création humaine qui, via les voyages et les rencontres dans les jardins, a permis la création de nouvelles sélections. Alors ces découvertes, elles continuent. On continue de découvrir des espèces, on continue d'en introduire. Il y a des grandes fêtes des plantes, à Chantilly, à Aiguebelette et ailleurs. Donc on continue de tester et d'introduire de nouvelles espèces. Et donc là, vous voyez, entre 92 et 2002, il y a eu énormément de découvertes de nouveaux camélias, notamment un camélia jaune qui s'appelle Chrysantha. Et donc, les camélias que vous avez communément dans les jardins, vous le savez, ils ont certaines couleurs. Il y a des blancs, il y a des roses, mais il n'y avait pas le jaune. Eh bien, la découverte de ce nouveau taxon Chrysantha a permis, à travers des programmes de sélection, de commencer à introduire, un peu ce qui avait été fait pour les rosiers, eh bien, d'introduire la couleur jaune dans les nouveaux camélias. Et peut-être que dans 50 ans, 100 ans, eh bien, communément dans les jardineries, on trouvera des camélias à fleurs jaunes. Grâce à ces découvertes et ces introductions. Alors maintenant, j'en arrive à autre chose. C'est effectivement ce travail d'ordre empirique a commencé à travers le temps à se structurer, à être de plus en plus efficace. Et je voulais citer, mais très très rapidement, 3 personnes qui ont déjà été dites. C'est Goethe, bien évidemment, avec la métamorphose des plantes, ça a déjà été dit par les collègues. Gregor Mendel, ça a été dit aussi. Et puis un qui n'a pas été cité encore jusqu'à présent, c'est Henri de Vilmorin, et qui lui était effectivement, alors là c'était pour des raisons horticoles, c'est des grandes pépinières Vilmorin, mais a fait un énorme travail de sélection et d'amélioration des plantes pour diversifier et avoir des plantes de plus en plus efficaces dans le domaine de l'horticulture. Alors, ce que j'ai voulu faire maintenant, c'est je suis parti donc de la partie la plus externe de la fleur, donc l'inflorescence, et j'ai pris les différentes parties et je vais vous montrer un petit peu un certain nombre de créations et de variations que l'homme a pu faire sur les organes floraux en les prenant individuellement au cours du temps. Alors, un travail qui est fait dont on n'a pas forcément conscience, c'est sur les pédoncules floraux et les pédoncules des inflorescences. Et là, je vous prends l'exemple des dahlias, c'est l'entreprise qui s'appelle Turc, qui est basée à Angers. Eh bien, dans les programmes de sélection, il y a un concours d'ailleurs qui a lieu tous les ans au château de Vincennes, où en fait, on a besoin,
pour les jardins et pour les fleurs coupées, d'avoir des pédoncules floraux qui soient extrêmement rigides, parce que si les fleurs grossissent, eh bien, dans certains cas, les fleurs peuvent tomber. Donc, dans les programmes de sélection, eh bien, il y a également un travail qui se fait sur le pédoncule pour avoir des pédoncules qui soient le plus intéressant possible pour les pratiques horticoles, et également idem concernant les fleurs coupées, où on a besoin d'avoir des pédoncules intéressants. Alors maintenant, on passe aux inflorescences. Alors, j'ai pas pu résister de vous montrer l'inflorescence de la théocinthe. Hein. Ça, c'est la théocinthe. Vous voyez, la taille de l'inflorescence, telle qu'elle était dans la nature. Vous voyez, une toute petite inflorescence, une petite aiguille. Et voici ce que l'homme en a fait en à peu près 9000 ans. 9000 ans de travail et de sélection. Donc, l'homme a été capable quand même de modifier de manière absolument considérable l'inflorescence du maïs. Et puis, un petit clin d'œil également, au-delà de cette domestication plurimillénaire, eh bien, le travail d'une célèbre généticienne, Barbara McClintock, sur les gènes sauteurs, puisque maintenant, on fait même du maïs ornemental qu'on met dans les jardins à titre décoratif. Alors, toujours sur les inflorescences, il y a un exemple que j'aime bien, c'est les astéracées. Une des premières modifications importantes sur les astéracées, c'est l'artichaut. Là, vous avez le Cardoncellus tel qu'il existe dans la nature. Ça, c'est l'espèce sauvage. Et vous voyez que les bractées de l'inflorescence, bien, à travers un travail de sélection, on a augmenté considérablement la taille des bractées extérieures. On a augmenté le volume et la taille du capitule pour créer les artichauts qu'on consomme aujourd'hui. Mais la flore sauvage, elle, eh bien, vous voyez, elle est beaucoup plus sommaire. Ça, c'est un travail de sélection sur une très, très longue période. Après, un autre aspect sur les astéracées, je vais prendre celle-ci par exemple. Bon, il y a plein de sortes d'astéracées différentes, hein. Mais bon, je prends l'exemple le plus classique. C'est des capitules, c'est des inflorescences, où vous avez sur le pourtour ce qu'on appelle des fleurs ligulées, donc ça c'est ce qu'on appelle une ligule, et à l'intérieur vous avez des fleurs tubulées qui forment des tubes, et donc un capitule comme ce dahlia botanique sauvage, c'est des fleurs ligulées sur le pourtour et des fleurs tubulées à l'intérieur. Eh bien, à travers un travail horticole, derrière un patrimoine d'une trentaine d'espèces botaniques, eh bien, on a créé des choses absolument incroyables, que sont ces dahlias que vous avez là sous les yeux, avec des fleurs uniquement tubulées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de ligules sur le pourtour, mais les tubes sont devenus énormes. Ça, c'est un travail de sélection. Et vous avez ici un groupe de dahlias particuliers qu'on appelle les dahlias collerettes. C'est un dahlia où, en fait, on n'a pas une seule rangée de ligules sur le pourtour, mais vous avez des genres de formes intermédiaires avec des moitiés ligules, moitié tubes. Voilà. Et cette forme de dahlia particulier, dahlia collerette, ça a été inventé au parc de la Tête d'Or à la fin du 19e siècle. Ça, c'est des choses beaucoup plus récentes. Alors ça, c'est beaucoup les Américains qui ont travaillé là-dessus. Eh bien, regardez, vous avez des grands tubes, c'est-à-dire que les fleurs tubulées, eh bien, ils ont évolué sur la périphérie et ça forme des choses. Alors, c'est très ornemental, hein, mais tout ça, c'est des manipulations pour avoir, en fait, ici, des fleurs tubulées sur le pourtour. Et ici, à l'inverse, eh bien, vous avez des fleurs ligulées qui ne forment pas seulement une ceinture, mais ont gagné avec un grand nombre de ligules sur la partie centrale. Donc, ce qui existe, ce que je vous disais tout à l'heure, pendant qu'on patientait, sur les régulations de ces gènes particuliers qu'on appelle des gènes homéotiques qui structurent la fleur, eh bien, il y a également des gènes qui structurent l'inflorescence. Eh bien, en bidouillant, en trafiquant, en manipulant, en hybridant, eh bien, on arrive à perturber ces gènes pour créer, en fait, toutes ces fleurs particulières qui sont très intéressantes au niveau horticole et qui, dans certains cas, pour des généticiens, peuvent être des modèles d'études extrêmement intéressants. Maintenant que j'ai passé les inflorescences, j'en arrive aux bractées. Alors ça, c'est un travail qui a été fait aussi par l'homme. Travail, alors, parfois millénaire, parfois centenaire. Et donc, vous avez ici, par exemple, dans les cornouillers, vous voyez, ça c'est le genre, c'est ce qu'on appelle des cornouillers à bractées, ils en ont fait un genre particulier maintenant. Eh bien, il y a eu un travail horticole pour créer des variétés et des cultivars différents, avec différentes variations de couleurs. Là, vous avez les poinsettias. J'ai pris volontairement différentes couleurs. Le poinsettia, c'est un petit arbre qui vit au Mexique, à l'état sauvage. C'est une seule espèce. Eh bien, le travail de sélection horticole a créé, eh bien, une gamme absolument immense de bractées colorées de différentes couleurs. Ça, c'est le travail de l'homme. Le travail également sur les bougainvillées. Les bougainvillées, aujourd'hui, il y a une espèce qui s'appelle glabra,
mais en fait, on a hybridé différentes espèces. C'est une espèce brésilienne à la base qui a été découverte dans la baie de Rio de Janeiro. Eh bien, le monde de l'horticulture, en quelques siècles, eh bien, a créé une gamme de plusieurs dizaines de couleurs différentes. Fleurs simples, fleurs doubles, orange, rouge, violet, etc., etc., etc. Et puis, les broméliacées, notamment celles-ci, elles ont naturellement une aptitude à avoir des bractées de l'inflorescence colorée. À travers un travail de sélection, eh bien, on a accentué ces caractères-là pour en faire des plantes extrêmement ornementales. Je vais m'intéresser maintenant aux tépales. Alors, les tépales, vous savez, normalement, il y a les sépales et les pétales. Les sépales sont plutôt extérieurs et verts, et les pétales sont plutôt intérieurs et colorés. Et chez un certain nombre de plantes apparaissent ce qu'on appelle des tépales. C'est que globalement, les sépales et les pétales sont indifférenciés et colorés. Et donc, il y a eu un travail sur les tépales qui a été fait notamment sur les iris, où en fait, on a modifié pour créer tout un tas de variétés, de cultivars différents d'iris. Alors, un des plus beaux travaux que j'aime beaucoup sur les tépales, c'est le travail qui a été fait sur les nymphéas. Jusqu'au début du 19e siècle, les nymphéas qu'on cultivait dans les jardins, c'était le nymphéa sauvage qu'on avait chez nous, que vous connaissez certainement, qui s'appelle Nymphaea alba. On n'avait pas de nymphéa colorés, parce que les nymphées colorées, c'était plutôt des espèces tropicales, voire équatoriales. Et il y a un monsieur qui s'est intéressé à la chose, qui s'appelle Latour Marliac, qui a fait un travail de sélection en prenant la rusticité de notre Nymphaea alba et en réussissant à le croiser et à le sélectionner avec des nymphéas tropicaux pour créer toute une gamme de nymphéas extrêmement ornementaux. Donc il a fait un travail relativement long, il a commencé en 1875 et en 1889, au moment de l'exposition universelle de Paris, il a fait un tel travail horticole de semeur, de sélectionneur, qu'il est invité à l'exposition universelle devant le Trocadéro, ça c'est l'esplanade du Trocadéro, il y avait un immense bâtiment qui existait à l'époque, et dans les bassins du Trocadéro, il expose ses créations. À l'époque, il en avait 19. Ça remporte un succès absolument monumental, et c'est le moment, c'est le lancement de tous ces nymphéas tropicaux colorés, qui sont à la fois colorés et en même temps résistants. C'est là que Claude Monet verra ces plantes, les introduira dans le jardin et participera à la démocratisation de ces plantes. Donc la pépinière existe encore, elle est dans le sud-ouest de la France. Là, vous l'avez encore. Elle est tenue par un Américain aujourd'hui, qui s'appelle Norbert Sheldon. Et là, vous avez encore tous les pots qui servaient, c'est les pots historiques, à ce travail de sélection et d'amélioration des fleurs de nymphéas, des tépales de nymphéas. Alors après les tépales, j'en arrive maintenant aux sépales, donc on avance un petit peu dans notre sélection. Alors, on ne sait pas forcément toujours, mais là, vous avez des plantes. Ça, c'est Belloperon guttata. Ça, c'est Pachystachys lutea. Ça, c'est la sauge sclarea. En fait, le côté ornemental et décoratif, c'est un travail qui a été fait. Alors, déjà, naturellement, elles sont déjà très belles, mais ça a été encore accentué par un travail de sélection. Et en fait, ce qui est très ornemental, ce sont les sépales de ces différentes espèces. Vous voyez, ici, la fleur est blanche, et c'est vraiment les sépales qui sont décoratifs. Voilà, ça, c'est un travail d'amélioration et de sélection. Alors, toujours sur les sépales, je voulais vous montrer ces élébores. C'est en fleurs en ce moment, c'est très à la mode. Il y a un engouement, on en crée des couleurs et des formes absolument incroyables. Et donc, il y a un travail de sélection et d'amélioration sur les sépales des élébores. Alors, c'est plusieurs espèces qui sont hybridées entre elles, et aujourd'hui, on crée des choses absolument somptueuses. Et indirectement, à travers le travail qui est fait sur les élébores, du coup, il y a des petites glandes à la base des fleurs qu'on appelle des nectaires. Et du coup, même les nectaires floraux des élébores deviennent eux-mêmes ornementaux. Donc même sur les nectaires, en fait, il y a un travail de sélection et d'amélioration qui a été fait. Il y a également un travail qui est fait sur les sépales des ancolies. Vous savez qu'il y a énormément de création horticole sur les sépales. Et puis j'ai voulu vous mettre... Alors ça, je n'ai pas trouvé. Ça, c'est le physalis. Alors, je ne sais pas, en fait, je n'ai pas réussi à savoir, peut-être que les collègues pourront le dire, si ce physalis-là est l'objet d'une sélection ou si c'est vraiment la plante sauvage telle qu'elle est vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un travail d'amélioration, peut-être sur la taille de ces sépales, qu'on appelle accrescents? Est-ce qu'ils sont normalement plus petits ou moins colorés? Je n'ai pas réussi à trouver l'information. Alors maintenant, on arrive aux pétales. Alors, qu'est-ce que l'homme a fait sur les pétales? Eh bien, la première chose qu'il a fait, que vous connaissez, ça existe dans la nature, mais
l'homme l'a accentué, c'est le doublement des pièces florales. C'est souvent des cultivars qu'on appelle flora pleno. Là, vous avez donc un géum à fleurs doubles, une hémérocale à fleurs doubles, un iris à fleurs doubles, un hibiscus à fleurs doubles. Et bien là, c'est simplement les choses qui apparaissent statistiquement de manière pas si rare que ça. C'est un doublement des pièces de la corolle. Autre chose également qui est fait en matière de sélection sur les pétales, ça on le voit bien dans les catalogues, c'est toutes ces formes crispées, déchirées, découpées, dentelées, etc. Tout ça, ça a été énormément favorisé et travaillé par le monde horticole, notamment à une période que vous connaissez bien, c'est cette fameuse période en Hollande entre 1634 et 1637 de la tulipomania, où toutes ces créations, toutes ces sélections ont fait l'objet d'une spéculation absolument dingue. Voilà, tout ça, c'est des sélections depuis des espèces introduites à l'état sauvage qui ont été sélectionnées, améliorées et qui, à un moment donné, ont eu un engouement absolument fou. Alors, une autre partie du travail sur les pétales qui a été fait par les sélectionneurs, c'est l'évolution de la fleur, l'évolution de la couleur de la fleur au cours de ce qu'on appelle l'anthèse, c'est-à-dire le processus de floraison. Là, je vous ai mis un rosier qui est vraiment absolument symptomatique de ça. Tout ça, c'est du travail, c'est du travail humain. C'est d'être capable de produire des plantes dont la couleur va évoluer au cours de la période de floraison. Et là, je vous ai mis un rhododendron, un hybride de rhododendron arboreum, où là, pareil, à travers un travail horticole, on arrive à faire des fleurs qui vont naturellement évoluer dans leur couleur de floraison. Alors, un travail sur la couleur, il y a des choses marrantes. La nature produit des fleurs naturellement extrêmement sombres. Là, vous avez une petite fabacée de l'Himalaya qui s'appelle Thermopsis barbata. Donc ça, c'est sauvage. Ça, c'est vraiment sauvage comme ça dans la nature. C'est sur les pelouses alpines au Sikkim et au Bhoutan. Ça, c'est un iris à l'état sauvage. Alors, il y a plusieurs espèces. Il y a notamment Erubescens ou Nigricans. Ce sont des espèces qui vivent au Liban, Syrie, Jordanie. Donc ça, c'est du sauvage. Donc la nature a produit ça. Mais l'homme, en fait, à travers son travail de sélection et d'horticulture, a regardé sur les dahlias, ça n'existe pas, ça c'est l'homme qui a créé ça, des dahlias extrêmement foncés, ça s'appelle dahlia cactus chat noir, sur les pétunias également, Black Roy, et puis la fameuse tulipe noire. Donc, c'est pas vraiment noir, puisque le pigment noir n'existe pas véritablement dans la nature, mais ce sont des pigments pourpres extrêmement foncés, extrêmement denses, qui donnent une apparence de noir. Voilà, ça c'est le travail de l'homme. Alors un travail sur la couleur verte également. Donc là, on est sur un capitule. Donc là, c'est les ligules. En fait, c'est un travail sur les ligules d'obtention de cultivars à fleurs vertes, un capitule vert. Alors ça, c'est pas vraiment des fleurs, parce que la fleur est à l'intérieur. Ça s'appelle Mollusella laevis. C'est une plante de jardin, une plante vivace de jardin que vous connaissez peut-être, qui est très très belle. Il y a une petite fleur blanche dedans. Et le travail horticole a été que les sépales qui l'entourent, qui normalement à l'état sauvage sont petits, il y a eu un travail pour que les sépales qui à la fin de la floraison sont ce qu'on appelle accrescents, c'est-à-dire qu'ils vont grossir, là, dans le cas de cette sélection, vont devenir vraiment énormes et vont devenir extrêmement décoratifs. Donc on a l'impression que c'est des fleurs un petit peu vertes. Puis ça, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être, ça a été rapporté de Chine en 1743. C'est un rosier, c'est un Rosa chinensis, mais en fait, il a une anomalie qui est multipliée et préservée par clonage. Cette anomalie, elle fait que la fleur, au lieu de produire des fleurs colorées, sépales, pétales, elle produit des structures un peu intermédiaires entre des feuilles plus ou moins colorées, et elle s'appelle Rosa chinensis viridiflora. Donc c'est en vente dans les catalogues. C'est une anomalie qui est apparue en Asie et qui a été introduite et qu'on retrouve aujourd'hui dans les jardins chez nous. Alors après, j'en suis arrivé aux stigmates. Alors, je vous avoue que j'ai cherché, je me suis dit, qu'est-ce que l'homme a bien pu faire pour sélectionner et améliorer des stigmates? Et j'en ai trouvé une, j'en ai trouvé qu'une, peut-être vous en aurez d'autres. C'est le crocus, ce qu'on appelle le safran. Et effectivement, le safran, là, vous avez l'espèce botanique, c'est Cartvingianus, qui est une espèce diploïde. Et en fait, à un moment donné, est apparue une espèce triploïde, donc il y a une modification génétique, qui est devenue donc l'espèce cultivée, qu'on appelle Crocus sativus. Et donc, c'est aujourd'hui ce qui est cultivé partout à travers le monde. Ça ressemble beaucoup aux parents d'origine, mais compte tenu de cette modification génétique, on est à quelque chose qui est entretenu et sélectionné, qui a fait l'objet d'un travail humain de domestication. Alors, j'en ai fini avec l'intérieur de la fleur. Maintenant, d'autres considérations, je vais essayer d'aller vite, c'est des modifications dans les modes de régulation. Effectivement, le travail de sélection a fait qu'une plante a une certaine quantité d'énergie.
Normalement, elle produit une certaine quantité de feuilles et une certaine quantité de fleurs. Eh bien, à travers des sélections et un travail, eh bien, on a globalement orienté, dans certains cas, pour certaines plantes, eh bien, de faire peut-être un peu moins de feuillage et plus, proportionnellement, de fleurs. Donc là, je vous ai mis un exemple sur des pommiers greffés, où le bourgeon, eh bien, statistiquement, eh bien, on a favorisé à travers l'homme d'avoir un peu plus de bourgeons à fleurs que de bourgeons à feuilles. Un autre exemple, c'est les violettes. Vous avez un monsieur qui a beaucoup travaillé, qui s'appelle Vitroc, à la fin du 19e siècle. Les violettes dans la nature, vous en avez deux espèces qui s'appellent Viola lutea et Viola cornuta. C'est les violettes sauvages qui existent. Viola lutea, c'est une banalité, ça se trouve partout chez nous en France. À travers un travail horticole, eh bien, on a modifié la proportion de fleurs pour faire des plantes qui sont beaucoup plus ramassées et extrêmement florifères. Donc ça, c'est un travail horticole. Et le nombre de fleurs donc, chez les violettes, en fait, les fleurs que vous avez en haut sont en fait stériles, totalement stériles, et les fleurs qui servent à la reproduction, qu'on appelle des fleurs cléistogames, en fait, elles apparaissent secondairement et elles sont cachées dans le feuillage. Donc le travail de sélection horticole a été de faire de plus en plus de fleurs ornementales et décoratives. Alors, un autre travail qui a été fait, mais là, c'est mon collègue qui en parlera, parce que j'ai lu la publication, je ne l'ai même pas compris, la publication, pour tout vous dire. J'ai essayé de comprendre, j'ai lu 3 fois. Là, vous avez, donc ça, c'est une plante sauvage, qui s'appelle Brassica cretica, qui, a priori, serait l'ancêtre, donc c'est un chou sauvage. Vous savez que sur le pourtour de la Méditerranée, il y avait des choux. Ça ressemble, Brassica cretica, ça ressemble à un chou banal, un colza si vous voulez. Et à travers un travail de sélection et d'amélioration, eh bien, on a créé le chou-fleur. Donc, ce que vous avez là, c'est que normalement, les fleurs sont censées donc avoir cette forme. Ça, c'est les régulations naturelles de la structure florale le long de l'inflorescence. Eh bien, l'homme a réussi à modifier et à créer, à travers des dérèglements, des modifications génétiques, des modifications biochimiques, j'imagine, eh bien, cette grosse inflorescence complètement dingue qui est le chou-fleur. Et puis, indépendamment de la création du chou-fleur, si j'ai bien compris, l'homme a créé, ou c'est apparu spontanément, je sais pas, tu pourras peut-être nous dire après, si tu veux bien, le fameux chou romanesco, où là, vous avez, pareil, il y a un dérèglement dans le processus de développement de la fleur pour aboutir à cette monstruosité, certainement créée par l'homme, du fameux chou romanesco. Alors, j'ai presque fini. Derrière toutes ces choses empiriques qu'on a fait au cours des siècles, maintenant, aujourd'hui, les généticiens utilisent, ça a été évoqué déjà par quelqu'un ce matin, cette plante, la fameuse arabette des dames, Arabidopsis thaliana, dont le patrimoine génétique est étudié et dont on est capable aujourd'hui, derrière toutes ces modifications, un certain nombre de ces choses qu'on a pu voir de ces aberrations, eh bien, les généticiens sont aujourd'hui capables, notamment en maîtrisant la génétique de cette plante, eh bien, d'expliquer un certain nombre de toutes ces formes bizarres qui apparaissent. Eh bien, ils sont capables de retrouver les fondements génétiques de toutes ces modifications. Avec notamment 3 groupes de gènes, ce qu'on appelle des gènes homéotiques, donc c'est les gènes qui régulent la croissance et le développement des inflorescences. Vous les avez là ici, leur développement A, B, C. Et donc, le verticille 1, ça va donner des sépales. Les gènes de type A et B vont donner les pétales, etc., etc. Donc ça, si tout ça fonctionne bien, eh bien, vous avez une belle fleur absolument régulière. Et puis, si vous avez des modifications ou des perturbations dans ces 3 groupes, eh bien, vous allez commencer à avoir tout un tas de modifications, dont celles que je vous ai montrées, et qui sont à la base d'un certain nombre d'éléments horticoles extrêmement intéressants. Voilà, ici, regardez, je vous avais mis un exemple avec une tulipe. Vous voyez, vous avez encore un petit peu de vert, il y a un mélange, en fait, entre un calice et une... Alors, ces gènes, eh bien, ça a été légèrement évoqué par les collègues. Eh bien, ces groupes de gènes, on se rend compte que dans la phylogénie, ils sont apparus certains groupes de manière assez ancienne. Et puis, c'est seulement dans les groupes les plus évolués, les angiospermes les plus évolués, qu'on a l'ensemble A, B, C, D, E, pour avoir ces fleurs totalement évoluées et totalement complètes. Voilà. Et chez les angiospermes primitives, eh bien, là, on retrouve la fameuse amborella, la fleur d'amborella dont on a vu hier soir. Eh bien, on retrouve effectivement, regardez, des pétales qui sont extrêmement primitifs, sur une structure qui est d'ordre circulaire, des carpelles qui sont séparés les uns des autres, sans style, avec des grands stigmates. Donc ça, c'est une structure florale qui est relativement primitive. Ça, c'est le fossile qui a été évoqué hier soir. C'est le fameux Montsecchia vidali.
dont la description a été faite notamment par un Lyonnais, il s'appelle Bernard Gomez. Donc voici, dans les angiospermes primitives, eh bien, la base vivante la plus ancienne connue et vivante actuelle, l'Amborella, et puis à l'état fossile, le Montsechia videli. Voilà. Et effectivement, quand ces gènes ne fonctionnent pas bien, vous avez des aberrations, avec des choses parfois assez incroyables, comme ici sur Ophrys fuciflora. Voilà, alors comme je vous le disais, les horticulteurs adorent ça. Alors, quand c'est pas fixé, là vous avez une fleur, par exemple, typiquement, ça c'est des mutations. Et donc, effectivement, vous avez sur, comment vous dire, dans la composition cellulaire, c'est des chimères, si vous voulez. Vous avez en fait l'expression, une certaine expression de ce côté-là de la fleur, et une modification génétique va entraîner une autre couleur sur l'autre partie. Alors, quand c'est plus ou moins stable et fixé, ça peut être intéressant au niveau horticole, et on en crée des cultivars et on peut les commercialiser. Mais souvent, ce genre de choses, malheureusement, à une génération, vous allez avoir une aberration, et puis malheureusement, ça ne tient pas génétiquement, et malheureusement, c'est pas retenu. Mais c'est des choses qu'on observe assez souvent dans les jardins. Voilà, donc ça, c'est encore d'autres éléments génétiques sur les fleurs qui font le lien entre des modifications génétiques, des transposons, si vous voulez, qui aboutissent à des variations dans la morphologie florale. Et puis, je voulais terminer par un dernier sujet. C'est juste de vous dire qu'un certain nombre de toutes ces créations, alors vous avez compris que ça a commencé à l'échelle mondiale, et dahlias en Amérique, des plantes chez nous en Europe comme les figuiers, les plus anciennes, ou en Asie avec les sakuras, les pivoines ou les roses. Donc ce sont des milliers d'années de travail de sélection humaine. Eh bien, un certain nombre d'entre elles existent encore. Et il y a une université qui s'appelle Wageningen, qui est aux Pays-Bas, eh bien, en fait, qui centralise les catalogues des horticulteurs à l'échelle internationale. Et vous pouvez retrouver, en les consultant, eh bien, un certain nombre de toutes ces cultivars et toutes ces variétés que l'homme a créées et qu'on retrouve dans les catalogues du 19e siècle, où il y avait une diversité absolument incroyable. Vous retrouvez également dans les bibliothèques, notamment de la SNHF, l'histoire de toute cette horticulture. Le CCVS, donc le CCVS, c'est le Conservatoire des collections végétales. Donc c'est un réseau national qui existe, qui doit cultiver et maintenir peut-être 30 000 ou 40 000 de ces créations humaines dans différents genres. Donc une partie de ces créations humaines, une grande partie d'entre elles ont disparu, bien évidemment, mais une partie d'entre elles sont encore conservées. Elles font parfois l'objet donc de dépôts de brevets ou de certificats d'obtention végétale quand elles ont un intérêt. Et puis, voilà, ces éléments-là contribuent à faire varier les plantes.